Il est déjà 8h31 sur Bretagne 5. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est René Louaille, paysan écologiste et vice-président d'Ensemble sur nos territoires. Il est venu jusqu'au micro de Bretagne 5 matin pour être en direct dans la matinale. Je l'en remercie. Bonjour René Louaille. Bonjour Stéphane. Alors, on s'était vu il y a déjà quelques temps. Vous étiez venu au micro de Bretagne 5 pour parler de ce qui vous tient à cœur, c'est-à-dire la terre, l'écologie, l'environnement, le climat. Je vous ai trouvé très sombre ce matin quand on a préparé l'interview. Vous m'avez dit, il n'y a plus d'eau. La Bretagne, et particulièrement le département des Côtes-d'Armor, était considéré comme le château d'eau, le centre-Bretagne. Ce qui n'est plus le cas, c'est-à-dire que on vient de traverser une année qui est extrêmement sèche et que ça continue. J'ai connu 1976, c'était au début où j'étais paysan, et c'était une année sèche, mais on était à 10 degrés de moins en moyenne. On n'a jamais, je n'avais connu les 40 degrés en centre-Bretagne, ce qui veut dire on est dans une situation où le réchauffement climatique, c'est l'emballement climatique. Et ça n'a pas été préparé, ça n'a pas été anticipé. Et c'est important qu'on puisse échanger sur sur ce qu'on peut faire, parce que si on reste spectateur d'une situation comme celle-là, c'est sûr qu'elle va s'aggraver. Le réchauffement climatique et la détérioration de l'environnement, c'est la responsabilité de l'homme, entre guillemets. Et donc, ça n'arrive pas comme ça par hasard. C'est une situation qui se dégrade. Et l'agriculture n'est pas la seule, mais elle a une grande part de responsabilité. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? On ne va pas jouer aujourd'hui des Cassandres, mais est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Est-ce qu'il est encore temps? Si j'étais pessimiste, je ne serais pas venu à votre radio ce matin. C'est que je crois réellement qu'on peut inverser les choses. Il faut du temps, mais il faut commencer maintenant. Et on a des facteurs qui détériorent l'environnement. C'est en particulier le système d'agriculture intensive, avec l'utilisation massive des pesticides et des nitrates. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, ça, c'est un élément important. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on préserve nos paysages. Je vois tous les ans qu'on continue à détruire ce qu'on appelle la forêt linéaire, c'est-à-dire les talus. On arrase encore en Bretagne plus de 1000 km par an. Et il faut qu'on repense la question des échanges. Parce que le transport, la mobilité, consomme beaucoup d'énergie et émet beaucoup de gaz à effet de serre. Mais la particularité de notre agriculture par rapport à l'agriculture mondiale, je terminerai sur un chiffre ou des chiffres que la plupart connaissent, c'est que au niveau mondial, l'agriculture participe à 18-19% des émissions des gaz à effet de serre, 23-24% au niveau de la France, au niveau national, et au niveau de la région Bretagne, on est à 47%. Ce qui veut dire qu'on a une part de responsabilité et il faut tout de suite qu'on change, et pour qu'on puisse changer, il faut qu'on l'accompagne par des politiques publiques fortes. On a l'impression d'une prise de conscience, mais néanmoins le chemin est encore long. On l'entend dans vos propos, René Louaille. Le chemin est encore long aussi au niveau de l'industrie. On voit aujourd'hui ici en Bretagne beaucoup de grosses industries qui s'installent, qui vont être très consommatrices d'eau, très consommatrices d'énergie. Est-ce qu'il faut dire stop? C'est-à-dire qu'il faut revoir les modèles. Je prendrai deux exemples. Un qu'il y a dans le département des Côtes-d'Armor, un projet, c'est l'usine de saumon sur le Trieux à côté de Guingamp. Qui fait couler beaucoup d'encre. Entre ce qui a été évoqué, le projet qui a été évoqué en 2021 et 2022, et la situation maintenant, en septembre 2022, c'est qu'on se dit aujourd'hui, le projet ne peut pas se mettre en place parce qu'il n'y a pas d'eau. Et même s'il devait se mettre en place, à quoi ça sert de produire du saumon industriel ici pour l'exporter au Japon ou ailleurs? Voilà. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est un triste exemple. C'est ce qui est en train de tenter de se mettre en place
sur la commune de Liffré en Ille-et-Vilaine. C'est le projet d'une biscuiterie industrielle énorme de l'entreprise Leduf, qui est portée par l'entreprise Leduf, qui va consommer plus de 200 000 mètres cubes d'eau par an dans l'un des secteurs de Bretagne où on a le moins d'eau. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a une grande manifestation samedi prochain et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à venir devant la mairie de Liffré à partir de 11h samedi prochain. Et donc, c'est un projet du siècle dernier. La compétence économique au niveau de notre territoire, c'est la région qui le porte. Et donc, il faut absolument qu'on arrête d'avoir un discours écolo qu'on peut partager, alors qu'on continue à mettre des projets complètement stupides debout, ou tenter de les mettre debout, alors que c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas faire. Pour l'essentiel, cette production à Liffré, c'est une production qui consiste à faire de la biscuiterie industrielle pour l'exportation. Ça veut dire qu'on va exporter 200 000 mètres cubes d'eau qu'on n'a pas ici, et qu'on va aller chercher aussi les matières premières, le blé, etc. Voilà. Donc ça, il faut qu'on arrive à comprendre qu'on a besoin de relocaliser l'économie, comme nous avons eu raison d'un autre domaine de nous battre contre les projets de poulaillers industriels il y a seulement 3 ans. Et donc, ça montre que la région tient un discours et n'arrive pas à mettre en place une politique cohérente. Et ça, il faut qu'on le dise. Le mouvement associatif va plus loin et est plus fort en termes d'analyse et de proposition que n'en sont les politiques, majoritairement à l'échelon de nos territoires. Donc, imaginez la politique avec les habitants des territoires, avec les associations, avec tous ceux ou toutes celles qui sont force de proposition. Et tout cela, aujourd'hui, ils ont pris conscience qu'on était dans un emballement climatique, c'est le terme que vous avez employé tout à l'heure, René Loye. Est-ce que c'est une bonne chose de voir que le grand public commence à comprendre que ce ne sera plus comme avant, que voilà, les étés ne seront plus comme avant, qu'on ne pourra plus vivre comme avant? Est-ce que c'est déjà une porte entrouverte pour changer? D'abord, je voudrais vous dire une chose. Commencez par dire merci aux journalistes que vous êtes. S'il y a une prise de conscience comme nous l'avons aujourd'hui, et c'est tant mieux au niveau de l'opinion, on a gagné la bagarre de l'opinion. C'est parce que vous faites votre travail. Parce que vous partagez entre, je vais dire, le temps normal dans une démocratie aux élus, ce qu'on appelle la démocratie représentative, avec, je vais dire, le monde associatif qui est très fort ici en Bretagne. Je rappelle qu'on a 80 000 associations. Et c'est cette richesse au niveau associatif qui permet de faire avancer les choses, parce que les associations ont globalement un niveau d'expertise extrêmement élevé. Et voilà, donc on est au stade où il faut qu'on retravaille la question démocratique. On ne peut plus dire « je vous fais confiance sur une durée donnée », c'est de dire à un moment donné, voilà, on est dans une situation, on sait que les choses vont très vite, et il va falloir effectivement qu'on appréhende la question de la co-construction des projets. Ça veut dire qu'il faut, si plus être simplement être écouté, il faut absolument que les citoyens, le monde associatif, soient aussi entendus. Sinon, on ne va pas arriver à inverser les choses, et la fracture est en train de s'aggraver entre une poignée de décideurs et, je veux dire, les citoyens qui ne comprennent plus que les décisions ne sont pas prises. Oui, on a la possibilité d'inverser les choses sur le plan climatique. Il faut qu'on fasse un travail de fond. Il faut qu'on mette des moyens énormes, par exemple, pour replanter, pour arriver à faire en sorte qu'on cultive plutôt majoritairement des cultures pérennes que du maïs, des grandes surfaces, des grandes étendues de maïs. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut faire, mais il faut qu'on le partage et il faut qu'on accompagne.
Alors, on parlait sur notre antenne il y a quelques jours de la méthanisation. C'est un mot qui entre dans le vocable en France et particulièrement ici en Bretagne avec une enquête de nos confrères de Splan. Enquête qui finalement pointe du doigt ces gros méthaniseurs que l'on voit un petit peu partout fleurir dans notre région, qui là aussi finalement ne profitent pas aux paysans, j'allais presque dire du terroir, hein, si vous me permettez ce terme, René Loy, parce que vous déterminez et vous êtes fier de votre titre de paysan. Et justement, on a ces gros méthaniseurs. Là aussi, il faut produire de l'électricité, c'est une chose, mais il faut être vertueux dans cette production d'électricité à partir de déchets agricoles, par exemple. Alors, la méthanisation, on travaille dessus depuis un peu plus de 20 ans. Et si la méthanisation peut avoir des côtés positifs au sens de récupérer les déchets pour produire de l'énergie, la méthanisation dans sa globalité aujourd'hui, c'est un secteur qui est en train d'échapper à la majorité des paysans et des citoyens. C'est-à-dire que la méthanisation devient une production industrielle à côté d'élevage industriel. Et c'est le système à l'allemande qu'on a dénoncé depuis des années. Mmh. Et les pouvoirs publics ont une grande part de responsabilité. C'est-à-dire que les systèmes sont très mal encadrés. Et je prendrai l'exemple de ce qu'on appelle des cultures alimentaires qui sont massivement utilisées dans la méthanisation. Et donc, quand la notion des 15% et compagnie, d'ailleurs, c'est vraiment une connerie. Les 15%, c'est pas en pourcentage qu'il faudrait le faire. Il faut d'abord qu'on travaille la question de l'autonomie de l'exploitation avant. Et si on met de la méthanisation sur des exploitations qui sont bancales, au sens d'un déficit, en particulier en protéines, c'est qu'aujourd'hui, le système ne remplit pas ses fonctions. Donc, la méthanisation, on est dans une dérive, il faut un moratoire rapidement de ce truc-là. Ça a été accompagné par les politiques publiques. Et moi, je me souviens, quand j'étais à la région, on le disait déjà à ce moment-là en disant voilà des exemples qu'on ne va pas suivre parce qu'ils sont mal construits. Et il faut d'abord travailler la question de l'économie de l'énergie. Et une agriculture plus économe, plus autonome, plus agronome, n'a pas besoin de méthanisation. Et les risques qu'on a, c'est que la méthanisation on le voit bien, hein, on a des pollutions régulières, et elle participe à la destruction des sols. Hein, et il y a un sujet qu'on aborde très peu, d'ailleurs qui est évoqué dans une partie du travail de Splan, c'est la question sanitaire. Mettre ou rassembler d'un lieu donné des mélanges sur le plan de différents déchets d'élevage ou ailleurs, ou d'industrie, à proximité de fermes, c'est une situation extrêmement explosive, puisque la température moyenne est environ de 40-50 degrés, ce qui veut dire qu'on n'a pas de produit inerte. Au contraire, c'est un milieu vivant, et sur le plan sanitaire, on est dans une très grande fragilité. Donc, arrêtons la méthanisation aujourd'hui, arrêtons les projets, et remettons le dossier remettons-nous au boulot pour essayer de construire autre chose. Mais globalement, nous avons à avancer sur la question des énergies alternatives, en particulier tout ce qui est l'éolien, tout ce qui est le solaire, parce qu'il faut à la fois qu'on arrête la méthanisation, qu'on arrête le nucléaire, parce qu'il est très dangereux, mais il faut qu'on arrive à travailler autre chose. Voilà. D'ailleurs, le nucléaire revient un petit peu sur le devant de la scène. On a cette guerre en Europe, en Ukraine, qui bouleverse beaucoup de choses, et particulièrement en matière d'énergie. On a besoin d'énergie. On parle déjà de coupures cet hiver. Cet hiver devait peut-être être très froid, comme notre été a été très chaud. On peut imaginer des coupures. Beaucoup de gens disent, ben oui, mais finalement, il ne fallait pas arrêter le nucléaire. J'imagine que ça vous hérisse, René Loy. Le nucléaire, mais c'est une folie, quoi. La première petite centrale nucléaire, il faut le rappeler, elle est à Brennilis en Bretagne. Hein, elle a fonctionné une vingtaine d'années, et son démantèlement, qui est toujours en chantier, et il va durer sans doute encore des années et des années s'il y arrive. On a déjà plus d'1 milliard de budgété pour démonter la plus petite usine. Le nucléaire, c'est extrêmement dangereux, et on voit d'ailleurs les risques dans le cas d'une situation internationale compliquée. Hein. Et la plupart de nos centrales
sont, j'allais dire, dans une situation assez dangereuse et sont en fin de vie. La plupart des centrales que nous avons en France ont fait comme si on ne pouvait pas se passer de nucléaire, qui aussi fonctionne, c'est une énergie fossile. Pas oublier l'uranium. Donc le nucléaire, ça coûte énormément cher, c'est dangereux, et il faut surtout qu'on arrive à aller très vite aujourd'hui sur la question des énergies alternatives. Je te donnerai là un chiffre. Au niveau de la mer du Nord, mer Baltique, on a actuellement 5000 éoliennes, un peu plus de 5000 éoliennes en fonctionnement, en grande capacité de fonctionnement. Il y en a 4000 qui sont en projet dans ce territoire. En France, on en avait une qui fonctionnait à Saint-Nazaire. Il y a un deuxième, il y a le parc qui est en train de s'agrandir, mais on a tellement perdu du temps. Il y a des résistances. Hein, il y a des résistances, oui. Je ne veux pas dire que l'éolien, c'est parfait. Je dis simplement que l'éolien, si toutes les mesures sont prises de protection, du travail bien fait, il faut peut-être par contre qu'on s'interroge sur l'efficacité d'Iberdrola, quand même, dans la baie de Saint-Brieuc. C'est pas forcément le meilleur opérateur. Oui, parce qu'il y a ces sociétés, finalement. On pourrait ramener d'ailleurs à la méthanisation à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure, où on a beaucoup d'énergéticiens, de sociétés qui sont intéressés, finalement, par faire du profit sur ces énergies nouvelles. Et on a vu que Iberdrola, c'était pas quand même pas la perfection. Et c'est pas non plus la perfection en termes de produit final, puisqu'il est 3 fois plus cher que les autres. Donc, oui, si on confie à des entreprises qui ont un savoir-faire, une expérience, il faut aller vers les énergies marines. Il faut aller vers tout le système d'énergie renouvelable qu'on a et qui est quand même le moins polluant. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas polluant du tout, mais le moins polluant et surtout le moins dangereux. Donc, laissons de côté les systèmes, j'ai dit qu'on ne veut pas. Et puis, à la question de la positivité, oui, moi j'ai envie de dire il faut qu'on aille beaucoup plus vite parce qu'on va y arriver. Il faut qu'on forme la jeunesse, il faut que nos écoles se tournent sur l'avenir avec beaucoup plus, orienté sur la question de développement durable et de développement soutenable surtout. Mais c'est possible, bien sûr. Alors, vous citez la jeunesse, René Loye. On a beaucoup de jeunes politiciens qui viennent ici au micro de Bretagne 5, puis on a aussi beaucoup de jeunes qui sont impliqués dans des associations à qui on donne régulièrement la parole sur l'antenne de Bretagne 5. Des jeunes qui se détournent souvent de la politique d'ailleurs pour aller vers des grandes causes. Et on l'a vu avec justement le climat qui est devenu pratiquement la cause majeure à défendre chez les jeunes aujourd'hui de moins de 20 ans. Est-ce qu'ils ont pris ces jeunes conscience que le monde qu'on leur laisse, bien, il n'est quand même pas très joli quoi, en termes d'environnement? Moi, je suis épaté par cette jeunesse. J'ai confiance dans la jeunesse. Et je comprends aussi cette jeunesse qui a un dégoût parfois de la classe politique, en disant « vous n'avez rien fait ». Bien sûr, on leur laisse quoi? On leur laisse un univers qui est quand même extrêmement abîmé en un demi-siècle. Quand on voit les dégâts qu'on a fait ce dernier demi-siècle, globalement, on n'a pas à être fier. Donc, oui, cette jeunesse va prendre les choses en main. C'est vrai, ils vont conduire peut-être des actions qu'on ne partage pas. C'est clair. Mais puisque, je veux dire, la classe politique a globalement, je ne vais pas dire tous les politiques, parce que je ne fais pas partie de ceux qui disent arrose sur les politiques, je dis globalement, la majorité politique a 2 temps de retard par rapport à la situation existante et réagit quand l'opinion ne peut plus accepter un certain nombre de choses. Donc oui, si on mettait des moyens beaucoup plus forts sur la formation de la jeunesse au développement durable, on avancerait vite. Et là, je me permets une chose. Lorsque le président Macron, il y a 2 semaines, est allé dans le Loiret, où il a fait tout un certain nombre de discours, et en particulier, il a parlé de l'agribashing. Voilà, comme si c'était ça se vend bien auprès de la FNSEA. Et la deuxième chose dont on a très peu parlé, ça a été ce qu'il a dit sur la question de l'installation en agriculture. Il a dit, je mets 20 millions sur la formation et je mets 400 millions pour aider l'installation en agriculture. Et quand on regarde le contenu, c'est qu'il ne donne pas d'orientation sur ce qu'on va faire. Quel type d'installation, quel type de formation. Si c'est pour accompagner la formation
high-tech du lycée privatisé de son ex-conseillère à l'Élysée, je ne suis pas sûr qu'on va faire un boulot extraordinaire. C'est pas en créant des start-up partout qu'on va avancer. Par contre, si dans tous les lycées agricoles en France, partout et en métropole, si on donnait la priorité à la formation à l'agroécologie, ça devrait être systématique dans tous les lycées. Le président de la République n'a pas dit un mot là-dessus. Donc, OK sur l'enveloppe de 400 millions, OK sur les 20 millions à la formation, mais pourquoi faire? Et alors qu'il n'a pas non plus dit, c'est ça l'incohérence, il a parlé d'installation, il n'a pas dit je vais mettre en place une loi foncière pour que le foncier soit mieux réparti en donnant la priorité aux jeunes pour s'installer et en faisant en sorte que la priorité soit donnée à la production alimentaire et à l'agriculture qui participe au refroidissement climatique. Voilà. Il y a plus de 50 ans maintenant, mais ça va vous parler, René Loy, il y avait un monsieur sur nos écrans de télé en noir et blanc, mais quand on voit les documents aujourd'hui qui ont été tournés en couleur, on peut les voir sur l'INA par exemple, ce monsieur avec ce soupul rouge et son verre d'eau à la main, c'était René Dumont, qui disait, vous voyez, je bois un verre d'eau. Il était candidat en 1974 à l'élection présidentielle. René Dumont avait politisé, vous me permettrez peut-être le terme, René Loy, l'action écologique qu'il conduisait pour pouvoir donner une visibilité à l'écologie. Et il disait, en substance, voilà, ce verre d'eau, peut-être que dans 50 ans, nos enfants ne pourront plus boire d'eau parce qu'il y a urgence à protéger l'eau, à protéger l'environnement. J'imagine que pour vous, pour votre génération, René Loy, ce qu'il disait il y a quasiment 50 ans, ça doit résonner quand même. Je me souviens d'une réunion, c'était un meeting à la Maison du Peuple à Saint-Brieuc, en 1974, ça nous renvoie quand même des années en arrière. Hein. Et la salle était comble, et René Dumont, effectivement, nous a fait cette démonstration. Et démonstration très forte sur la question de l'écologie. Le monde associatif était assez bien représenté. Il n'y avait pas la foule en tant qu'agriculteur, parce que l'écologie est arrivée plus tard. Hein. C'était pas dans les mentalités. C'était pas dans les mentalités, c'est-à-dire qu'en fait, c'était la question du manque d'eau, de la qualité de l'eau, la question des pesticides, et on commençait à toucher aux pesticides. Et donc, quand on relit René Dumont, je veux dire, tout était écrit. Dans ce qu'on vit, c'était écrit. Ça veut dire qu'il avait une génération, plus d'une génération d'avance sur ce qu'on vit. Il n'a pas été pris au sérieux comme, je veux dire, tous les lanceurs d'alerte, tous ceux qui ont essayé d'avancer face au système dominant, très paternaliste, tout en agriculture. Donc, l'écologie, la prise de conscience, s'est faite tout doucement. Mais c'est justement dans ce travail d'accompagnement, c'est notre rôle, de participer à un accompagnement pour justement maintenant on a, je crois, gagné la bagarre de la prise de conscience. Il faut maintenant qu'on la traduise dans les faits. Et ce que moi j'alerte sur une chose, c'est la politique du double langage. Je prends conscience, personne ne va dire aujourd'hui que le réchauffement climatique n'existe pas. Hein, il existe encore quelques climato-sceptiques. Mais là, on avance, tant mieux. Mais tant mieux qu'ils ne pèsent plus lourd. Mais ce qui est terrible en ce moment, c'est la politique du tout en même temps, du double langage. Je suis d'accord avec vous. Je sais qu'il va falloir effectivement qu'on change les choses. Et puis on se retrouve comme un projet à l'IFRE qui est du siècle dernier. On va se retrouver face à des porcheries gigantesques comme à Landinvez, dans le Finistère, où les préfets sont en train de céder au lobby. Parce que si on en est là, c'est que les préfets ne font pas leur boulot. Les préfets sont toujours aux ordres de certains ministères et donc aux ordres des lobbies. Il faut dire la vérité. Donc ils accompagnent en donnant des permis de construire sur des choses comme ça. Les préfets n'ont pas intégré du tout le logiciel du changement climatique.
On va être obligé de s'arrêter là. René Loy, je vous aurais encore écouté des heures, mais vous reviendrez évidemment sur l'antenne de Bretagne 5, car le climat, c'est quelque chose de très important, de très grave, j'oserais presque le terme ce matin. Merci en tout cas de venir régulièrement sur cette antenne, nous éclairer, nous apporter cette parole qui nous réconforte quelque part, parce que il faut dire que côté climat, on n'est quand même pas gâté, si vous me permettez le terme. Donc René Loy, merci d'être venu au micro de Bretagne 5 en direct ce matin. Je rappelle que vous êtes paysan écologiste, vous y tenez beaucoup, et également vice-président d'Ensemble sur nos territoires, et que vous vous battez au quotidien pour que les enfants, les petits-enfants, les générations à venir trouvent une terre un petit peu moins pire qu'aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.